Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips. Quelque temps après le départ des Allemands, la rue du Presbytère est renommée en rue de la Libération. L'aile ouest du château est endommagée. En 1949, le propriétaire décide simplement de démanteler cette aile, dont les traces restent encore perceptibles aujourd'hui. Le château de Saint-Vrain a eu plus de chance que celui de Marolles. Pendant la débâcle précipitée des Allemands, un incendie se déclare suite à l'explosion d'un dépôt de munitions, brûlant ainsi l'intégralité du château. En 1957, les renouillères sont achetées par le Centre avicole d'Île-de-France, la CAIF. Un élevage industriel voit le jour. Il accueille jusqu'à 100 000 poules, jusqu'à sa fermeture en 1989. C'est quand même dingue de se dire qu'au final, en 30 ans, il y aura eu plus de poules que d'humains en 10 000 ans. Au final, l'animal le plus représentatif de Saint-Vrain, c'est la poule. L'auberge de la Croix-Blanche s'est reconvertie peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, en auberge de jeunesse. Cette auberge de jeunesse va exister pendant une quinzaine d'années, avant la fermeture définitive du commerce au début des années 1960. Il est alors question que la mairie reprenne l'activité. Cela se fera au final jamais. Dans cette période, la plupart des cafés ferment les uns après les autres. C'est dans ces mêmes années qu'un changement majeur intervient. Un quartier tout entier est construit pour la première fois. Il s'agit de l'Orme de la Prévôté en 1967. Proche de la gare, il rend le travail à Paris accessible pour les nouveaux travailleurs qui s'y installent. L'Orme de la Prévôté est un quartier tellement gros en termes de taille et de nombre d'habitants qu'il faut construire une école pour faciliter l'accès à l'éducation des enfants. Le quartier des Cyrolières est construit en 1968. La population bondit de 862 habitants juste avant 1962 à 1473 en 1968. L'accroissement rapide de la population est surtout dû à l'arrivée à l'âge adulte des enfants du baby-boom, mais aussi à l'extension des moyens mécaniques dans les campagnes, nécessitant moins de main-d'œuvre. La population doit alors s'adapter et trouver du travail dans le secteur tertiaire, dans les villes dont la population explose. Avec les gares assez proches de Paris permettant de s'y rendre rapidement, Saint-Vrain est à la fois touché par l'exode rural et l'urbanisation. Les gens ne travaillant plus sur place, Saint-Vrain devient peu à peu une ville dortoir. Ainsi, une véritable transition se fait entre un village rural grouillant de nombreux petits commerces et entreprises comme les cafés, cordonniers, serruriers, bourliers, maréchal ferrand, charpentiers, tapissiers, etc. et une ville plus moderne, plus connectée par de grands axes routiers et des transports en commun et où le travail se trouve à l'extérieur. Les activités agricoles disparaissent, l'extraction de la meulière cesse, c'est la pierre locale utilisée pour la construction des bâtiments, et les carrières de pierre ferment les unes après les autres. La pierre est alors remplacée par le béton. Un peu avant 1970, le porche gothique à l'entrée de l'église est enlevé. Les murets en pierre en haut des marches restent la seule trace visible de sa construction. En bas de la rue Saint-Caprais, tous les bâtiments, à l'exception du moulin, sont détruits. Le lavoir de l'Épine subit le même destin. L'hospice est aussi détruit pour laisser place à la maison de retraite Hautefeuille en 1979. Des lignes téléphoniques permettent aux habitants d'avoir le téléphone directement chez eux. Auparavant, il fallait aller en mairie, à la poste ou à la cabine téléphonique située sur la place du village. Il y avait 2 stations essence, une à gauche du calvaire quand on est en face, et une plus bas, au croisement de la rue de la Libération et de la sortie de la rue des Noblets. Le stade est utilisé pour des pratiques sportives depuis quelques années déjà. Le maire Charles Vézard inaugure sous son mandat dans les années 70 un terrain défini avec plusieurs installations sportives, notamment en béton. Le stade porte toujours son nom aujourd'hui. Des ajouts réguliers dans le temps le transforment en l'état qu'on lui connaît aujourd'hui.
Le parc zoologique de Saint-Vrain ouvre ses portes en 1974 et il suscite de l'intérêt pour Saint-Vrain au niveau national. Le quartier des Castors, puis le domaine de l'Obélisque et enfin le quartier des Renouillères sont construits. En 1977 est construite la nouvelle école primaire de Saint-Vrain sur les terres du parc, suite à un accord avec le propriétaire. L'année suivante est inauguré le nouveau centre d'intervention qui accueille 38 sapeurs-pompiers. La bibliothèque est inaugurée en 1982 et de nouvelles habitations sont construites dans la rue de la Libération, à la Vallée, au Clos Saint-Caprais et à l'Épine, dans l'avenue du Boucher, qui s'appelle désormais l'avenue de Mortemart. Sur l'emplacement d'une ancienne pisciculture, il y a même une boîte de nuit à l'Épine, qui change plusieurs fois de nom. On compte alors 2297 Saint-Vrainois. Le gymnase Jean-Pierre Beltoise est inauguré en 1989. Cette même année est construit le transformateur électrique entre Saint-Vrain et Leudeville. En 1989-90 s'édifient les lotissements suivants. Le domaine du Champ du Coq, sur les terres de l'élevage avicole industriel, le Clos de l'Étang et les Charonnes. La caserne des pompiers est fermée en 1997. Le bas est reconverti en la salle Jean-Loup Chrétien. Et le parc de Saint-Vrain est fermé en 1999. En 2012, le quartier du Bois de Madame Hu et en 2016, le lotissement du Petit Château permettent à Saint-Vrain d'atteindre les 3000 habitants. En 2020, le centre-bourg est repensé après la fermeture de la supérette. En 2023, le clos de la Pépinière est reconstruit et l'année suivante, c'est le clos de l'Aunois. Eh oh, c'est pas un peu fini là? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'énerves? Depuis 60 ans, il y a un quartier qui sort de terre tous les 5 ans. L'Orme, les Cyrolières, les Castors, les Renouillères. Attends, déjà, c'est pas moi. Et en plus, cela devrait changer dans les prochaines années. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Ah bah je rajoute un hôtel rue de la Libération. Retire ça tout de suite. Et nous voilà arrivés à aujourd'hui. Donc comme je le disais, le Saint-Vrain de 1940 ressemble davantage au Saint-Vrain de 1600 qu'au Saint-Vrain de l'an 2000. Entre une population qui a été multipliée par 4 en 60 ans, la création de multiples quartiers, le goudronnage des routes et l'arrivée de l'électricité, voilà, Saint-Vrain est autant bouleversé durant la seconde moitié du XXe siècle que pendant la guerre de 100 ans ou après les invasions normandes et la construction du prieuré. Mais bon, là au moins ça a été fait de manière beaucoup plus pacifique. Et bien sûr, cette évolution n'est pas propre à Saint-Vrain. Bon, c'est bien tout ça, mais que pourrait-il se passer dans un futur proche et un peu plus lointain? Il serait logique de penser que dans les années qui suivent, Saint-Vrain continue de s'agrandir et devienne une ville de plus en plus importante. Pourtant, il semble bien que la tendance de l'étalement urbain, débutée dans les années 50, touche à sa fin. Des lois récentes, comme la loi Allure de 2014, interdisent de construire sur les zones agricoles et forestières situées hors des zones urbaines. La loi Climat et Résilience de 2021 vient renforcer ces mesures, en obligeant les communes de réduire de 50% leur consommation d'espaces naturels et agricoles d'ici 2030, par rapport à la moyenne établie entre 2012 et 2020. De plus, toutes les communes ont l'obligation depuis 2014 de réaliser un plan local d'urbanisme, un PLU. Il est possible, depuis la loi Climat et Résilience, de classer au plan local d'urbanisme comme une ZAMP, une zone agricole naturelle protégée, qui interdit toute construction. Et surtout, un nouveau dispositif de compensation écologique est mis en place pour les projets de construction en dehors des zones urbanisées. Ce qui veut dire que pour toute nouvelle construction sur un champ, par exemple, la commune doit réhabiliter l'équivalent en surface naturelle. En Île-de-France, la région a également adopté plusieurs mesures pour lutter contre l'étalement urbain, comme la création d'un plan climat-air-énergie territorial en 2016 qui prévoit des objectifs de réduction de la consommation d'espaces naturels et agricoles, et aussi la mise en place d'une taxe sur les bureaux vacants, qui vise à inciter les propriétaires à réhabiliter ou à démolir les bureaux inutilisés. Alors attention, tout ceci vise à limiter l'étalement urbain, mais n'interdit pas la densification. Et justement, cette densification peut être maîtrisée via des règles établies dans le plan local d'urbanisme, le PLU.
Selon les estimations gouvernementales, la population française devrait connaître un pic de 70 millions d'habitants en 2044. Viendrait ensuite une baisse liée au vieillissement. En 2070, il y aurait environ 68 millions d'habitants selon la moyenne de tous les scénarios. C'est donc autant qu'en 2023. Même la population mondiale devrait se stabiliser, au plus tard aux alentours de 2080, si ce n'est pas avant. Pour résumer, le développement futur de Saint-Vrain est inexorable, bien que lent, léger, mais réel. Heureusement, les lois actuelles nous permettent de préserver ce cadre qui nous est cher. La région soutient ces lois, en prenant des mesures et en planifiant des objectifs. Et le PLU donne aux communes un pouvoir de réflexion sur ces orientations. Merci à toutes et à tous d'avoir fait ce voyage à travers le temps avec moi au sujet de la ville de Saint-Vrain. Merci aux Archives nationales pour leur collaboration, à Cinéam pour nous avoir donné accès à leurs archives nationales. Merci à Monsieur de Mortemart et à l'AFPA pour avoir donné leur accord pour filmer au domaine de Saint-Vrain et à la Boissière. Merci à Monsieur Vivo pour les objets gallo-romains. Merci au centre équestre de Laonville pour les documents partagés. Bon, on ferait mieux de déguerpir avant que ce truc se remette à sonner. Merci à l'association Saint-Vrain et son histoire, d'où provient beaucoup de documents utilisés lors de ce reportage. Et merci à Rémi Charrère pour ses précieux conseils avisés. Quant à moi, je vous souhaite une bonne continuation et prenez soin de vous. Mais attends, mais pourquoi ça fait ça? Il est pourtant pas...